Voilà, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, chers adhérents, nous allons donc aujourd'hui écouter monsieur David Feutry, qui est archiviste paléographe, agrégé de l'université et docteur en histoire. Il est enseignant au lycée Édouard Manly de Dreux, tout en ayant également d'autres fonctions. Il est chargé de cours à l'Institut national du patrimoine et au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministère de la Culture. C'est un historien qui a déjà écrit plusieurs livres. Il s'est intéressé plus récemment à Choiseul. Il va vous raconter d'ailleurs comment, pensant trouver... ayant découvert l'existence d'un fonds très important, mais il y a une histoire qu'il va vous raconter, un suspense, mais qui lui a permis tout de même si l'accès à ces archives n'a pas été total, d'écrire un livre qui donne un nouvel éclairage à ce ministre des Affaires étrangères et principal ministre de Louis XV, qui a été également ambassadeur à Vienne et ambassadeur auprès du Saint-Siège. Voilà, je vous donne la parole. Très bien. Voilà, vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré d'être dans ce cadre qui est magnifique, un cadre que Choiseul n'aurait pas renié. Donc effectivement, je viens vous parler de Choiseul ministre, Choiseul homme d'État, et Choiseul aussi diplomate, puisqu'il a passé une grande partie de sa carrière, non pas seulement comme militaire, mais aussi, et c'est surtout pour ça qu'il est connu, comme l'un des plus grands ministres des Affaires étrangères du XVIIIe siècle, avec d'autres qui vont lui succéder notamment. Pourquoi parler de Choiseul et pourquoi avoir travaillé sur Choiseul ? Tout d'abord parce que quand on travaille sur un ministre, sur Choiseul, on s'attaque évidemment à un monument, quelqu'un qui est resté pendant 12 ans ministre, pluriministre, on a envie de dire, c'est-à-dire qu'il a eu à la fois et successivement ou parallèlement les affaires étrangères, la guerre, la marine. Donc 12 ans d'activité entre 1758 et 1770 où on a pu avoir une activité considérable. Et cette activité considérable, elle mène évidemment aux archives diplomatiques avec de nombreuses missives, de nombreuses lettres qui sont envoyées par le secrétaire d'État. Et donc l'historien se trouve confronté finalement à un double problème avec Choiseul. C'est d'abord le trop-plein, ce trop-plein de missives pendant 12 ans où on voit Choiseul partout. Mais en même temps, quand on essaye de connaître le personnage intime, le personnage particulier, un certain nombre de soucis. Vous avez ici une représentation du château disparu, le château de Chanteloup, qui a accueilli un certain nombre de personnalités pendant l'exil, la retraite de Choiseul, dont il ne reste presque plus rien, à savoir seulement essentiellement la pagode que vous connaissez. Et c'est un peu le résumé pour un chercheur de la vie de Choiseul. Quand on cherche un peu, quand on creuse un peu, on a effectivement des choses monumentales, les archives diplomatiques. Quand on cherche des documents particuliers, des documents intimes, on est rapidement confronté à finalement la peau de chagrin. Vous avez par exemple, aux archives nationales, son inventaire après décès, qui est dans un état qui est pitoyable. Donc la pièce maîtresse des historiens quand on fait une biographie, à savoir l'inventaire après décès, qui reprend les titres et les papiers, se trouve dans un état qui est catastrophique. Donc vous voyez, hein, ça c'est la page la plus belle de l'inventaire après décès. On en a très peu. Vous avez ici la signature de Choiseul avec son contrat de mariage qui lui a été conservé en 1750, mais on a finalement peu d'archives qualitatives extrêmement intéressantes. Pourrait-on penser ? Parce qu'au début de mes recherches, et c'est ce que j'expliquais au président, c'est qu'il y a un fonds particulier aux archives départementales à Vesoul, qui est le fonds des archives privées de la famille Choiseul.
Et quand j'ai commencé à m'intéresser au Choiseul, et quand chez Perrin j'ai signé mon contrat, je me suis dit mais c'est formidable en réalité. Personne n'a réussi ne savait qu'il existait des archives privées de la famille Choiseul, et notamment une quinzaine de cartons du duc de Choiseul aux archives. Et je me suis rapidement rendu compte que ces archives étaient finalement un peu maudites, puisqu'elles étaient effectivement, depuis les années 80, disponibles et consultables, classées aux archives départementales, mais que depuis quelques années, elles faisaient l'objet d'un conflit juridique entre les héritières de la duchesse de Marmier, qui avait légué le château de Ré-sur-Saône au département, plus ce qui était à l'intérieur, à savoir les archives. Le château de Ré-sur-Saône, effectivement, appartient au département, puisque ça avait été signé par le président du conseil départemental. Sauf qu'entre-temps, la duchesse de Marmier était décédée. Le deuxième document n'avait pas été signé, le legs des archives. Et en réalité, ces archives ont fait l'objet d'un conflit entre les héritières, ses nièces, et les archives départementales. Donc, par sécurité, les archives départementales ont bloqué intégralement l'accès au fonds. Et on avait finalement cette possibilité d'en connaître plus sur Choiseul, et finalement cette déception, puisque depuis à peu près 2015, et ça fait maintenant 10 ans que ça dure, même si le procès définitif, enfin la décision définitive a été rendue l'année dernière, les héritières ont fait appel pour justement récupérer ce fonds. Alors, pas pour la beauté de la science, hein, rassurez-vous, c'est simplement la duchesse de Marmier n'était pas une héritière directe de Choiseul, c'est un fonds qui est collatéral. Elle avait récupéré ces documents-là, elle avait pris l'habitude déjà de vendre un certain nombre de documents, notamment les portraits de Choiseul qui étaient vendus très cher. Et évidemment, les nièces voulaient récupérer ce fonds, non pas pour l'offrir aux archives départementales en fondation ou le laisser là-bas, mais tout simplement pour vendre à la pièce les autographes de Choiseul et vendre les portraits restants. Donc pour l'instant, ce fonds est encore bloqué, on ne désespère pas, mais il a fallu avancer et il a fallu rédiger et trouver un certain nombre de fonds périphériques pour justement renouveler un peu l'histoire des Choiseul, et notamment du duc de Choiseul. Alors je ne vais pas vous faire une biographie au sens strict, je ne vais pas vous raconter la vie de Choiseul, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Ce qui va m'intéresser, ça va être véritablement son activité en tant que diplomate. Donc je vous ai mis ici un certain nombre de références pour cadrer un peu le personnage. C'est un personnage qui va traverser le XVIIIe siècle véritablement. Naissance en 1719 à Nancy, ça a son importance, vous le verrez. Mort en 1785. Il se marie en 1750 avec Louise Honorine Crozat. Alors le nom Crozat vous dit peut-être quelque chose. C'est l'une des plus grandes fortunes du XVIIIe siècle. Et finalement, il est réussi comme ça à s'arrimer avec finalement la petite fille de l'un des hommes les plus riches du temps. Au ministère entre 1758 et 1770, en disgrâce, on y reviendra, le 24 décembre 1770, et il meurt, je vous l'ai dit, en 1785. C'est un drôle de personnage finalement, ce Choiseul. Il commence comme militaire jusqu'en 1748-49, pour embrasser ensuite quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir, une carrière diplomatique entre 1753 et 1758, pour finir par une carrière ministérielle qui le mène à la tête de l'État. Alors il n'est pas principal ministre puisqu'il n'y a plus de principal ministre, mais il est évident qu'entre 1758 et 1770, il tient effectivement les rênes de l'État. Il est véritablement l'éminence grise ou la tête pensante du pouvoir et il aide Louis XV dans cette tâche. Alors, s'il y a un mot qui peut caractériser finalement Choiseul, c'est le mot pouvoir. Choiseul aime le pouvoir. Il souhaite rester au pouvoir et je vais revenir tout de suite sur un monument. Quand on parle de Choiseul, ce sont ses mémoires. Il rédige ses mémoires une fois à Chanteloup, une fois son exil décidé et au moment de sa disgrâce. Donc vous vous doutez bien qu'elles sont loin, les mémoires ne sont pas subjectives, mais vous vous doutez bien que quand on est en pleine colère, on va déverser tout son fiel et évidemment sur un certain nombre de ministres comme d'Aiguillon, mais évidemment aussi sur Louis XV. Donc on a là une subjectivité qui va montrer quoi ? Qui va montrer ce que j'appelle l'opportunité personnelle et non désirée. Choiseul se montre comme un acteur du pouvoir, mais quelqu'un qui n'a jamais voulu vraiment être ministre. Quelqu'un qui l'a fait
par sens de l'État, pour servir le roi. Alors effectivement, c'est totalement faux. Choiseul veut le pouvoir depuis très tôt et il est d'abord militaire. Il comprend en 1748 que sa carrière militaire va être très limitée parce que Louis XV veut une chose, désormais c'est la paix. Et c'est quelqu'un qui est très ambitieux. Il comprend très vite qu'il ne pourra plus briller comme il l'a fait sur les champs de bataille pendant la guerre de succession d'Autriche. L'événement essentiel qui va lui permettre d'arriver au pouvoir, c'est l'épisode Choiseul-Romanée de 1752. Donc Choiseul a une dimension courtisane. Dès 1751, il veut se rapprocher du pouvoir. Sauf qu'il n'a pas les codes. Premièrement, c'est un militaire. Il n'a pas ses entrées forcément à Versailles. Il n'est pas au départ un courtisan né. Et donc, à un moment, en 1752, il réussit à s'approcher du pouvoir pour une simple et bonne raison, l'équilibre de la terreur avec Madame de Pompadour. Madame de Pompadour, c'est quelqu'un qu'il n'apprécie pas au départ forcément. En 1752, le roi s'est éloigné de Madame de Pompadour, on va dire charnellement. Elle devient sa conseillère et il a l'occasion de mettre, le roi donc met dans sa couche Madame Choiseul-Romanée, qui est une cousine lointaine du duc de Choiseul. Et à ce moment-là, Choiseul comprend l'opportunité. L'opportunité, il voit très bien que Madame de Pompadour voit la Choiseul-Romanée comme une ennemie. Madame Choiseul-Romanée ne veut pas seulement être la maîtresse du roi, elle veut jouer un rôle politique. Et à ce moment-là, Choiseul comprend très bien qu'il a l'opportunité de se rapprocher de Madame de Pompadour. Alors, on est dans une scène un petit peu de vaudeville, hein, sur l'accession, comme c'est expliqué un petit peu dans les mémoires de Choiseul, mais dans d'autres mémoires aussi. C'est que Choiseul fait venir sa cousine en lui expliquant que pour le nom de la famille, pour l'honneur de la famille, elle ne peut pas devenir maîtresse royale. Elle n'en a évidemment rien à faire. Il lui rappelle quand même qu'elle est enceinte de plusieurs mois et que ça ne se fait pas justement de rester à Versailles. Elle n'en démord pas. Et ce que fait Choiseul, c'est qu'il fait venir le mari, qui est caché derrière l'armoire. Et ciel, mon mari, on est en train de discuter. Le mari arrive, surprend sa femme en train de discuter justement de ses relations avec le roi. Ça fait scandale, les pleurs, et il réussit à renvoyer définitivement sa cousine, non sans récupérer, chose très importante, des lettres écrites de la main de Louis XV, des lettres d'amour, si vous voulez, où Louis XV, un peu nigaud, promet à la Choiseul-Romanée de renvoyer Madame de Pompadour. Et donc là, il tient finalement son accession au pouvoir, puisqu'il va évidemment donner ses lettres à Madame de Pompadour, et on est un peu dans l'équilibre de la terreur désormais. Tu me protèges contre les futures maîtresses et je te couvrirai d'or, je te permettrai d'avoir justement dans une nouvelle carrière diplomatique. Alors vous imaginez la scène entre Madame de Pompadour qui rencontre un peu Fallot, Louis XV, en lui disant « Mais vous n'avez pas essayé de me mettre de côté ?»« Mais non, mon amour, écoutez... » Et les lettres qui lui sont jetées à la figure, avec un Louis XV qui ne décolèrera pas vis-à-vis du duc de Choiseul, qui n'est pas encore duc, puisqu'il sait très bien que c'est la seule personne qui a pu obtenir ces lettres. Dès 1753, le duc de Choiseul est nommé ambassadeur sur, évidemment, la demande de Madame de Pompadour pour aller, c'est le début de sa carrière diplomatique, 53 nommé ambassadeur à Rome pour régler la question du jansénisme et des refus de sacrement. Il y reste plusieurs années, jusqu'à fin 56, début 57. 57-58, ce sera la fin de sa carrière diplomatique avec son envoi à Vienne. À partir de 58, il devient ministre. Alors, le biographe devrait vous dire, mais vous allez voir, cette carrière, notre jeune héros, qui a été d'abord un brillant soldat, devient un brillant diplomate. Pas du tout. C'est une catastrophe. À Rome, il agit en fait comme un militaire, il agit, on dirait aujourd'hui, avec de la testostérone, c'est-à-dire qu'il veut se montrer fort, grand, loin de ce que doit être un diplomate. Et donc on a une série de catastrophes qui sont systématiquement couvertes par Madame de Pompadour, où Choiseul n'arrête pas de créer ce qu'on appellerait aujourd'hui des incidents diplomatiques.
Par exemple, il sait très bien que la loge du théâtre à Rome est réservée à l'ambassadeur de France, personne n'y va jamais. Et le gouverneur de Rome, Arquinto, a pris l'habitude de laisser cette loge aux Romains. Et Choiseul, apprenant ça, débarque avec un certain nombre avec sa garde armée et demande, dans le parterre, à Arquinto de laisser cette loge en le menaçant devant l'assemblée médusée, en le menaçant de le balancer concrètement dans la fosse. Donc on a là une série d'incidents, un incident qui est d'autant plus gênant que ce gouverneur ne va pas rester gouverneur, puisqu'il va devenir finalement, après l'apoplexie de Valenti, qui était le secrétaire du pape, va devenir d'Arquinto secrétaire du pape. Vous imaginez les relations entre le principal ministre ou le ministre du pape et l'ambassadeur Choiseul. Choiseul, n'hésitant pas d'ailleurs, à aller voir Benoît XIV en lui disant « Écoutez, je ne suis pas sûr que d'Arquinto soit un bon choix, vous savez. » Donc le pape, on a cette fameuse phrase « Fa el papa », fais le pape, remplace-moi, où le pape se lève et laisse la place à Choiseul. Et Choiseul n'hésite pas à lui dire « Bon, écoutez, non, je suis mieux, moi, à ma place, avec les femmes et maîtresses, devenir pape, c'est pas forcément mon intérêt. » Et tourner les talons et s'en aller. Donc on a comme ça, finalement, un apprentissage, une propédeutique qui est quand même assez complexe. Effectivement, il réussira à obtenir le texte demandé en 56, qui va apaiser les relations entre le roi et les jansénistes dans cette affaire des refus de sacrement. Mais Choiseul n'est pas le diplomate le plus, on va dire justement, diplomate, le plus avisé. Ce n'est pas la personne qui réussit le mieux dans cette première expérience. La deuxième expérience sera totalement différente. Il va à Vienne, il va rencontrer Kaunitz, et finalement, Kaunitz est quelqu'un d'assez froid, quelqu'un qu'il trouve assez rustre, et vous avez finalement des relations qui vont être beaucoup plus tendues. Choiseul est mis un petit peu de côté, et durant ces 2 années, on est au début de la guerre de 7 ans, Choiseul est là pour négocier les accords entre la France et l'Autriche, le renouvellement des accords, notamment du financement de la guerre par l'Autriche. Et ça se passe de manière assez morne, pas de grand succès. C'est finalement le cardinal de Bernis qui, en 1758, lui permet véritablement d'arriver au pouvoir. Bernis ne voit pas véritablement d'issue à la guerre et propose finalement Choiseul au pouvoir. Alors, on pourrait dire, mais pourquoi Choiseul a été diplomate, devient ministre alors qu'il n'a aucune expérience ? Une chose importante que je souligne, c'est finalement l'ADN familial un petit peu. Les Choiseul ont l'habitude de servir les grands depuis l'époque médiévale, ont l'habitude d'être ambassadeurs, et on a une personne qui n'a jamais retenu l'attention des historiens, qui est finalement son père. Le père de Choiseul est, d'après les mémoires de Choiseul, juste chargé d'affaires du duc de Toscane. C'est quelqu'un qui banquette à Paris, qui est là, qui paye et qui régale un peu Paris tous les soirs. En réalité, quand on regarde précisément, le père de Choiseul joue un rôle particulièrement important. Pourquoi ? Parce qu'il faut se replonger dans l'histoire de la Lorraine. En réalité, le futur empereur François Ier est d'abord François III de Lorraine, puis vous savez bien qu'il est éjecté pour qu'on laisse la place à Stanislas. Il récupère un strapontin en Toscane, devient François II de Toscane, et pour devenir finalement François Ier d'Autriche. Donc on a finalement là quelqu'un qui est important, et le père de Choiseul a toujours été le chargé d'affaires ou le principal, ou le ministre ou le conseiller, l'éminence grise de ce François, qui va devenir 3, puis 2, puis 1. Et quand il devient François Ier, on a toujours le père de Choiseul qui est à Paris, non plus chargé d'affaires du duc de Toscane, mais chargé d'affaires de l'empereur François Ier. Qu'est-ce que ça veut dire chargé d'affaires ? Ça veut strictement rien dire. C'est qu'on a là quelqu'un qui est en poste à Paris, qui n'est pas officiellement diplomate et qui a ses entrées à Versailles. Chose étonnante, pendant cette guerre de succession d'Autriche, on a
le père de Choiseul, qui est présent à Versailles et qui joue aux cartes avec les ministres et ça discute. Alors, il est où votre fils? Moi, mon fils, là, il est à Prague. On est en 1742, il est à Prague. Ah oui, j'ai reçu des nouvelles. Justement, vous voulez que je lui envoie un certain nombre, certaines de vos lettres? On est dans de la paradiplomatie qui apparaît totalement étonnante aujourd'hui, où la France affronte l'Autriche et on a l'éminence grise de l'empereur qui est présent dans les bureaux des ministres. Donc on a une situation qui est assez particulière et qui permet de comprendre finalement pourquoi Choiseul devient ministre. C'est parce que son père, lui, est un ministre ou un ambassadeur sans le titre. D'accord ? Et ça explique aussi pourquoi ça se passe très très mal quand il arrive en Autriche, parce que son père a toujours été le principal ennemi de Kaunitz. Voilà. Donc en 1758, on arrive finalement à un Choiseul au pouvoir. Un Choiseul qui va rester 12 ans au pouvoir. Chose assez étonnante. Pourquoi étonnante? Parce que vous connaissez l'attitude de Louis XV qui a l'habitude de renvoyer comme ça assez facilement un certain nombre de ministres. Vous prenez Bernice qui en 1758 offre sur un plateau son poste à Choiseul en pensant rester au pouvoir. Le roi lui offre son chapeau de cardinal. Quelques jours après, il est exilé. Donc on a comme ça un roi qui peut faire à certains moments la girouette de la grâce ou de la disgrâce. Et c'est assez étonnant de voir pourquoi Choiseul reste aussi longtemps au pouvoir. La question c'est pourquoi. Un certain nombre d'arguments vont peser en faveur de Choiseul. Ces mêmes arguments qui vont ensuite expliquer largement sa disgrâce. La première raison, c'est le soutien parlementaire. À partir de 1757-1758, le Parlement de Paris se tient plus ou moins calme et Choiseul réussit, on pourrait dire, à acheter assez facilement les parlementaires. Pourquoi ? Parce qu'il va nommer en poste, notamment aux finances, un certain nombre de parlementaires, soit pour aider le ministre, soit directement, notamment avec Laverdy par exemple. L'autre point, c'est sa popularité. Il est très populaire à Paris. Populaire pourquoi ? Parce qu'il a un certain nombre de philosophes ou de salonnières qui tiennent salon pour lui. Madame du Deffand, par exemple, est sa principale supportrice, on pourrait dire. Systématiquement, on met en avant les actions de Choiseul. Voltaire aussi, pendant un temps, Voltaire est la personne qui va lui donner audience, crédit à Paris dans un certain nombre de salons. Troisième point, c'est la domination politique de la cour. J'y suis déjà revenu, j'ai insisté sur ce point-là. Jusque 1764, date de la mort de la Pompadour, il a évidemment carte blanche à Versailles. D'accord ? Quoi qu'il fasse, il est soutenu par Madame de Pompadour, qui influence largement le roi. Alors ça continuera étonnamment bien après sa mort, mais Choiseul a là une alliée de poids, tant qu'il réussit à évincer les maîtresses royales qui voudraient faire de la politique. Autre point qui a longtemps été mis de côté, c'est le soutien des financiers. Choiseul se lie d'amitié dès 1757 avec un marchand financier qui s'appelle Laborde. Laborde va devenir, dans ces années 57-58, le grand argentier de la monarchie. C'est quelqu'un qui a du crédit sur les places espagnoles. Il fait du commerce de piastres depuis des années avec l'Espagne. Et c'est quelqu'un qui se lie, par mariage notamment, avec la famille Nettine, qui est très importante sur la place bruxelloise. Et donc, avec son crédit, il réussit durant toutes les années de la guerre de 7 ans à lever des fonds qui sont considérables. 100 millions, 150 millions, 200, voire 300 millions par an jusqu'en 1763. Évidemment remboursable avec intérêt, mais on a là quelqu'un qui véritablement fait vivre la monarchie pendant toutes ces années de la guerre de 7 ans. C'est aussi, proximité avec les financiers, quelqu'un qui prête au roi. D'accord ? C'est quelqu'un qui prête quand le roi a des jeux d'argent. On a aux archives de Roubaix les archives de la banque justement Laborde, et on voit très régulièrement des prêts qui sont faits au roi quand il perd au jeu, des prêts aussi qui sont faits quand le roi va offrir à ses maîtresses un certain nombre de résidences, avec un système de prête-nom où on retrouve à chaque fois le nom de Laborde ou les noms de certains de ses amis, et aussi des amis de Choiseul.
Pourquoi reste-t-il au pouvoir? Évidemment aussi, alors succès diplomatique, c'est difficile de dire ça, dans le cadre de la guerre de 7 ans, mais Choiseul a su mettre en lumière un certain nombre de réussites qui étaient finalement, peut-être au niveau international, des demi-échecs. L'échec de 1763 est patent, effectivement. On perd le Canada, on perd notre marine, on a été mis de côté un petit peu partout dans le monde. Sauf que Choiseul, à partir de 1761, a réussi à montrer qu'il avait tout fait pour réussir, qu'il avait eu un certain nombre de succès. Le premier succès, c'est l'éviction en 1761 de Pitt, qui est le plus, la personnalité qui déteste le plus Choiseul et qui veut nuire un maximum à la France, qui véritablement veut réduire la France à néant. Avec le pacte de famille du 15 août 1761, où la France va s'allier avec l'Espagne, puisque la flotte a été en partie détruite aux Cardinaux en 1759, Choiseul essaie de contrer la puissance anglaise. Pitt entend parler de ce doute de quelque chose. En septembre 1761, il veut absolument attaquer l'Espagne et ce jusque-boutisme va le perdre puisqu'il perd son poste en septembre. On arrive donc dans un moment où Choiseul, finalement, qui lui a resté au pouvoir, a réussi à contrer finalement en partie les velléités anglaises. Velléités qui vont se trouver limitées en 1763, puisque Choiseul réussit à conserver les îles à sucre, un certain nombre aussi de possessions aux Indes. Il perdra le Canada, mais finalement, il montre que cet échec ou ce demi-échec est finalement une victoire, parce que c'est ce que lui voulait. Évidemment, vous vous doutez bien que tout cela est relayé largement par la presse. Et Choiseul utilise aussi largement la propagande. Dernier point, c'est le soutien du roi. Pourquoi, et là on arrive à la personnalité du roi, pourquoi le roi le soutient systématiquement jusque 1770 ? Alors je vous expliquais au départ, il ne l'apprécie pas forcément après l'épisode Choiseul-Romanée. Il se méfie même de lui. C'est ce que j'ai appelé l'orgueil au pouvoir. Là, on arrive finalement dans la personnalité de Louis XV. Louis XV est une personne qui a toujours eu besoin de soutien. C'est quelqu'un qui a été élevé dès son plus jeune âge avec Fleury dans cette peur de l'échec. Pourquoi ? Parce que Fleury était son précepteur et voulait rester proche du pouvoir. Fleury a toujours Louis XV a toujours eu besoin de quelqu'un pour le conseiller. Ça a été Fleury, ça a été Conti, ça a été la Pompadour, et dans les années 1760, c'est Choiseul. Choiseul lui montre que la France peut gagner, et finalement, notamment face au Parlement, Louis XV comprend que Choiseul peut l'aider dans cette lutte face aux parlementaires, puisque Louis XV détestait surtout une chose dans la politique, c'était ces grandes cérémonies un peu pompeuses qui étaient les lits de justice. Avec Choiseul, on passe outre ces questions-là, et Choiseul gère finalement un certain nombre de questions, et notamment ces questions parlementaires. Donc vous voyez que Choiseul a finalement, pendant toutes ces années, véritablement la voie ouverte pour rester au pouvoir. La question, c'est pourquoi Choiseul perd-il, en définitive, le pouvoir en décembre 1770, à savoir le 24 décembre 1770. Alors, pour un certain nombre de raisons. Vous avez là le quatuor, alors le triumvirat plus Madame du Barry, l'abbé Terré qui va être aux finances, le chancelier Maupoux, le duc d'Aiguillon qui est gouverneur de Bretagne et qui a, à partir des années 1765-67, maille à partir avec les parlementaires dans cette obscure affaire de Bretagne avec la Chalotais, et évidemment une nouvelle prétendante qui devient maîtresse officielle, à savoir Madame du Barry. Et donc c'est cette cabale qui va mettre un terme finalement à son pouvoir. Je vais y revenir. En réalité, la cabale du 20-21 décembre 1770, qui oblige le roi Louis XV à le renvoyer le 24 décembre 1770, elle peut apparaître brutale,
mais elle est liée finalement à un certain nombre de facteurs. Un retournement progressif qui va faciliter la cabale du triumvirat et de Madame du Barry. Le premier problème, c'est le soutien parlementaire. Ce soutien parlementaire a été effectif un temps, du moins jusqu'en 1763 globalement. On a réussi à museler le Parlement de Paris. Le problème, c'est que les autres parlements de France ne sont pas du tout muselés. Et certains parlements, qui n'ont jamais posé problème, comme Besançon, comme Pau, commencent à se rebeller. Et ça agace profondément le roi. Le deuxième problème, c'est la popularité. Certes, il est populaire avec Madame du Deffand, avec Voltaire, mais depuis 1760 et la pièce Les philosophes, qui a été jouée et qui a été soutenue par Voltaire, où on ridiculise notamment Diderot, d'Alembert, eh bien, les philosophes sont vent debout contre Choiseul dans certains salons. Troisième problème, c'est les financiers. On a le soutien de Laborde, tout le temps. Sauf que Laborde, au bout d'un moment, est un peu usé. À partir de 1767, Laborde, qui est banquier de cour, qui est fermier général, en a marre finalement de gérer tout ça. Et quand on dit on en a marre, il est vraiment fatigué, usé. On a des lettres de sa femme à Choiseul qui disent « mais relevez s'il vous plaît mon mari de ses fonctions parce qu'il est en train de... il va mourir au travail ». Et alors rassurez-vous pour Laborde, de un, il ne meurt pas au travail, et de deux, il va continuer à faire des opérations juteuses, puisque ce qui l'intéresse véritablement, c'est le commerce triangulaire. Il a à Saint-Domingue à peu près 1000 esclaves, plusieurs milliers d'hectares de plantations, et ça lui demande assez peu d'investissement et une rentabilité qui est importante, beaucoup plus importante que prêter au roi. Et donc à partir de 1767, les finances commencent à manquer, notamment pour son idée et son obsession, à savoir la revanche. Concernant les succès diplomatiques, 1763 était un demi-échec, maquillé comme un pseudo-succès, et Choiseul va enchaîner les déconvenus. Il y a cette opération de Guyane en 1763-64 qui est véritablement un échec. On veut créer une colonie de peuplement en Guyane. On fait une publicité dans toute l'Europe. Vous avez des protestants venus d'Allemagne qui font le chemin vers la France et vers Rochefort, et c'est une catastrophe. On emmène là-bas des protestants, beaucoup, qu'on pense installer de manière assez convenable. Rien n'a été prévu sur place et des milliers de personnes vont mourir là-bas de faim et de maladie. 900 vont revenir, mais la publicité, vous vous doutez bien, faite par les philosophes est très importante. La domination politique, je vais en parler. On a effectivement, après 1764, la mort de la Pompadour et l'émergence d'un parti dévot qui est renforcé par l'alliance avec le triumvirat que je vous ai justement présenté, à savoir l'abbé Terré, le chancelier Maupoux et le duc d'Aiguillon, souhaitant récupérer la place de Choiseul. Le soutien du roi est-il encore prégnant après 1763-64 ? Eh bien, Maupoux offre une nouvelle alternative face au Parlement. Choiseul était l'homme du consensus avec les parlements, quitte à lâcher un peu de lest, voire beaucoup. Pensons notamment aux jésuites qui sont expulsés en 1762. C'est Choiseul qui a laissé, alors je ne vais pas revenir sur cette affaire qui est un peu complexe, Choiseul a laissé faire pour que le Parlement puisse voter un certain nombre d'idées Burceau. Le roi aussi a laissé faire. Et on est dans une situation où beaucoup de personnes lui en veulent. Maupoux prend le contre-pied finalement de Choiseul et explique au roi que ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas le compromis. Il faut taper fort et il faut réduire le Parlement à néant. Et on offre comme ça au roi Louis XV une nouvelle solution, une nouvelle alternative politique qui va être celle de la lutte face au Parlement et qui sera ensuite, après l'exil de Choiseul, la réforme Maupoux. Et donc, finalement, on a cette cabale. Quelle est cette cabale ? Cette cabale, elle est très simple. Puisque le roi commence à changer d'attitude, il faut absolument perdre Choiseul. L'année 1770, justement, est une année fondamentale. Depuis quelques années, dans l'armée et dans la marine, Choiseul fait un certain nombre de réformes considérables pour moderniser l'armée et la marine.
l'obsession de Choiseul, qui est d'abord un militaire, c'est la revanche. Il veut absolument sa revanche face à l'Angleterre. Et cette année 1770 va être l'année qui va le perdre. Alors, parlons de la revanche d'abord. Début 1770, Choiseul est persuadé que c'est le bon moment pour faire justement la guerre à l'Angleterre. Il prépare l'Espagne en lui demandant si justement il veut faire la guerre. Il en parle à l'Autriche. Et le paradoxe, c'est que plus l'année va avancer, plus on va le dissuader, notamment l'Autriche, qui dit « mais vous n'êtes pas prêts, vous n'avez pas les finances ». Et Choiseul va finalement, plus on va avancer dans l'année, plus il va changer d'avis. Et il va comprendre en septembre qu'effectivement, c'est une mauvaise idée. Le problème, c'est qu'au début de l'année, l'Espagne, qui écrit à Choiseul, lui dit qu'elle n'est pas du tout prête à faire la guerre. Donc Choiseul, au fur et à mesure de l'année, dans les 6 premiers mois de l'année, va pousser pour que l'Espagne fasse la guerre. Et plus on va avancer dans l'année, plus l'Espagne va se saisir de cette opportunité et va comprendre, notamment avec l'affaire des Malouines et avec la récupération du territoire, va comprendre qu'elle peut peut-être faire quelque chose face à l'Angleterre. Et on arrive en septembre dans une situation qui est paradoxale, où Choiseul, qui a poussé, rétropédale et ne veut surtout plus faire la guerre, parce qu'il comprend qu'il n'aura pas les finances sur la durée, la Borde n'est plus là. Et on a d'un autre côté l'Espagne qui bombe le torse, parce qu'aux Malouines, elle a réussi à récupérer de manière totalement incidente une partie de l'île, et elle se dit, ben oui, c'est le bon moment pour faire la guerre. Et cette situation géopolitique va perdre Choiseul, parce que le triumvirat se saisit de cette affaire pour perdre Choiseul. Comment ? Eh bien, c'est très simple. En trouvant à l'intérieur du ministère un certain nombre de commis qui n'ont pas monté en grade, qui n'ont pas été promus par Choiseul, notamment l'abbé de la Ville, qui est resté comme simple commis. Et on va faire témoigner, en décembre 1770, ce commis, pour montrer que finalement Choiseul est en train de mener par lui-même une opération pour monter l'Espagne et la France dans la guerre, alors que Louis XV n'a pas été averti. Décembre 1770, alors qu'on est dans une séance du Conseil, Maupoux interroge le roi en demandant au roi de demander à Choiseul où en sont les préparatifs pour la guerre. Le roi est surpris, Choiseul aussi, puisque ça n'a jamais été évoqué. Et Louis XV est un petit peu surpris qu'on évoque tout cela. Et le Maupoux, avec Terré, explique qu'effectivement, on est dans un moment où on a des bruits. On a des bruits où on sent que le duc de Choiseul veut faire la guerre. Et là, alors, je ne vais pas dire coup de théâtre, mais on fait rentrer l'abbé de la Ville en disant, voilà, écoutez, vous avez son premier commis qui est ici, peut-être qu'il pourra vous en dire plus. Et évidemment, Choiseul se sent un petit peu trahi, et l'abbé de la Ville va expliquer qu'il ne peut rien dire, tout simplement parce que le duc de Choiseul passe par une correspondance particulière, privée, en dehors de tout cadre, on dirait, diplomatique, pour écrire à l'Espagne. Et évidemment, le roi comprend qu'il est floué, que Choiseul, derrière son dos, prépare la guerre, ce qui était le cas au début de l'année, ce qui est de moins en moins le cas, finalement, entre septembre et décembre. Et vous comprenez que Louis XV est totalement furieux. Donc vous avez là l'une des principales explications qui explique la disgrâce du duc de Choiseul. Elle est liée en partie, effectivement, à la cabale qui se met en place grâce à Maupoux. Elle se met aussi en place, rassurez-vous, à cause de l'attitude arrogante et égoïste de Choiseul. Pourquoi ? Parce que Choiseul ne supporte pas la Dubarry. Quelqu'un qu'il a rencontré dès 1768 et qui était venu le voir pour un certain nombre d'affaires particulières assez obscures sur une faillite. Simplement parce que le duc de Choiseul passe par une correspondance particulière, privée, en dehors de tout cadre, on dirait, diplomatique, pour écrire à l'Espagne. Évidemment, le roi comprend qu'il est floué, que Choiseul, derrière son dos, prépare la guerre, ce qui était le cas au début de l'année, ce qui est de moins en moins le cas, finalement, entre septembre et décembre.
Et vous comprenez que Louis XV est totalement furieux. Donc vous avez là l'une des principales explications qui explique la disgrâce du duc de Choiseul. Elle est liée en partie, effectivement, à la cabale qui se met en place grâce à Maupoux. Elle se met aussi en place, rassurez-vous, à cause de l'attitude arrogante et égoïste de Choiseul. Pourquoi ? Parce que Choiseul ne supporte pas la du Barry. Quelqu'un qu'il a rencontré dès 1768 et qui était venu le voir pour un certain nombre d'affaires particulières assez obscures sur la faillite, une faillite. Bon, passons. Et en réalité, il la connaît très bien. Elle lui a déjà demandé d'arbitrer et elle lui offrait même ses faveurs. Pour une fois, Choiseul avait refusé. Et ce qui se passe, c'est que, eh bien, à partir du moment où elle est présentée en 1769, il va absolument vouloir lui nuire et la renvoyer. Peut-être aussi parce que sa sœur voulait être prétendante. Bon, passons. Et en 1769-70, Choiseul n'a qu'une obsession, c'est essayer de renvoyer Madame du Barry. Chose qu'il ne va pas réussir à faire. Madame du Barry prend conscience que ce sera soit l'un, soit l'autre, et elle se lie de plus en plus au triumvirat pour justement parler à l'oreille du roi et expliquer que Choiseul est quelqu'un de foncièrement mauvais. Quand on arrive le 20 décembre 1770, Choiseul est perdu. Il est perdu parce qu'il a été effectivement floué par le triumvirat, mais il a fait preuve aussi d'une arrogance en pensant que systématiquement il resterait au pouvoir. Et ce n'est pas nouveau. En 1765, en 1770, déjà, il avait fait des mémoires justificatifs où il expliquait tout ce qu'il avait fait. Et en 65, il avait dit au roi, écoutez, j'ai fait beaucoup, mais je peux peut-être laisser ma place. Évidemment, c'était un moment où il était au sommet de sa puissance et ce mémoire était un mémoire justificatif pour montrer tout ce qu'il avait fait. Donc on a quelqu'un qui veut rester en place, quelqu'un qui est profondément arrogant et quelqu'un qui, le 24 décembre 1770, est envoyé en exil à Chanteloup. Alors, est-ce que c'en est fini de Choiseul ? Pas forcément. On est en 1770, il lui reste une quinzaine d'années à vivre et vous avez derrière lui un certain nombre de soutiens. Choiseul restera en exil jusqu'à la mort de Louis XV, 1774, sera rappelé de son exil par Louis XVI, mais ne reviendra jamais au pouvoir. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Louis XVI, qui a été élevé un petit peu par les dévots, le déteste. Il y a une haine viscérale qui fait que Choiseul ne reviendra jamais au pouvoir. L'autre raison, c'est aussi qu'on a verrouillé globalement tous les postes après lui et qui font qu'on a mis en place un certain nombre de personnes qui ne supportent pas non plus Choiseul. Évidemment, on a le triumvirat avec Maupoux, Terré d'Aiguillon pendant un temps. Mais ensuite, on a le rappel sous Louis XVI de Maurepas qui avait été exilé justement pour des vers licencieux contre la Pompadour. Donc Maurepas ne va pas rappeler celui qui a été proche de la Pompadour. On a Turgot aux finances. Turgot, on pourrait dire, c'est quelqu'un qui est proche des philosophes, qui peut être, on dirait aujourd'hui, dans un langage contemporain, Choiseul compatible. Ce n'est pas le cas. Parce que dans l'affaire de la Guyane, on a un intendant de Normandie qui s'appelait Turgot, qui était le conseiller proche dans cette affaire, il était conseiller de Guyane, qui était intendant de Guyane, c'est Turgot, et qui a passé tout son temps en Normandie, dans son château. Donc au moment de l'affaire de Guyane, quand il faut conseiller, quand il faut faire des mémoires particuliers, Turgot fait ses mémoires depuis son château de Normandie. Et forcément que c'est un échec. On prépare mal l'arrivée là-bas puisque personne ne connaît la situation. Et Choiseul fait mettre Turgot, le frère de Turgot, à la Bastille. Il devait être jugé et c'est sur l'intervention de Turgot, futur ministre des Finances, futur contrôleur général, que Turgot ne reste que quelque temps à la Bastille. Donc on a encore une deuxième personne qui ne souhaite pas voir surtout au pouvoir Choiseul. Le dernier, c'est Vergennes. Vergennes,
remplace, après d'Aiguillon, Choiseul. Et Vergennes, c'est aussi un ennemi juré de Choiseul, puisque quand il était ambassadeur de la Porte, il a été rappelé et exilé à Autun pendant quelques années, alors pour une affaire, plusieurs affaires, parce qu'il s'est marié là-bas déjà avec une dame de Constantinople sans l'autorisation du roi et de Choiseul, et aussi parce qu'il ne pressait pas à l'alliance forcément avec la Porte dans les années où on était en lutte contre la Russie. Bref, et en réalité, Vergennes a été mis de côté par Choiseul. Celui qui le rappelle et qui le sort de sa demi-disgrâce à Autun, c'est Maupoux, qui l'envoie à nouveau comme diplomate. Et donc on a là finalement une constellation qui explique pourquoi Choiseul, alors qu'il peut avoir des soutiens, alors qu'on parle toujours de lui à Paris, pourquoi Choiseul ne reviendra jamais au pouvoir. Choiseul, à partir des années 1780, se tourne vers la finance et vers l'investissement. Il va lotir toute la rue de Richelieu, dépenser tout son argent, demander à la Borde et faire de la spéculation immobilière, dans laquelle il entraîne un certain nombre de financiers. Et c'en est fini finalement de l'espoir du pouvoir. En 1785, quand meurt Choiseul, plus personne ne pense depuis quelques années à son retour au pouvoir. Donc vous avez là finalement l'itinéraire d'un ministre au XVIIIe siècle. La question qu'on pose toujours, c'est finalement, est-ce que Choiseul a été un grand ministre? Quel est le bilan de Choiseul? Alors, il y a un certain nombre, évidemment, de choses nouvelles. Il a été visionnaire. Il a compris le basculement du monde. Il a compris que la Grande-Bretagne allait dominer les mers, et si elle dominait les mers, elle allait dominer le monde. Et qu'il fallait contrer effectivement cette puissance. D'où le rôle de pivot, par exemple, de la Corse. Le rôle de pivot, c'est de faire finalement de la Méditerranée une mare nostrum entre Bourbons, pour que justement l'Angleterre ne puisse pas y venir. Il a une modernité politique. C'est un homme politique au sens moderne. Il a un programme politique. Il utilise la propagande pour montrer ce qu'il fait très régulièrement. Il a une conscience aiguë des faiblesses du royaume qu'il va essayer de renforcer, l'armée et la marine. Et surtout, c'est quelqu'un qui cherche toujours l'efficience. À partir du moment où il entre en poste, il ne prend jamais systématiquement, immédiatement son poste. Pendant 2 mois, 3 mois, il voit un petit peu comment tout fonctionne et il essaye de rendre les services plus efficients. D'où la construction, par exemple, du ministère des Affaires étrangères à Versailles. Il a bien compris qu'il fallait un seul lieu et non pas 120 dépôts à Paris où on a en général 50 ou 60 marches à monter. Donc tout ça, il a rédigé, il a écrit tout ça. Voilà pourquoi on peut voir Choiseul comme un ministre, on pourrait dire moderne. Mais d'un autre côté, il n'échappe pas à un certain nombre de pesanteurs du siècle. Il a été, comme beaucoup de ministres, incapable de gérer la question parlementaire et l'opposition parlementaire. Cette modernité que je vantais dans l'expertise, elle a des failles. La Guyane. On a des spécialistes qui vont rendre des avis favorables, tout simplement parce que Choiseul est favorable à ce projet. Donc on veut faire plaisir au ministre. Et ça conduira au désastre en 1764. Et aussi, dernier point, peut-être le plus préjudiciable, c'est que c'est avant tout un homme de pouvoir, Choiseul, et qu'il veut mener une politique surtout à court terme, et notamment pour rester au pouvoir, et non pas à long terme. 2 exemples. Premièrement, à partir de 1762-63, quand le Parlement ne cesse de s'opposer, il dit c'est très simple, à partir de maintenant, vous pouvez, si vous voulez, faire un certain nombre de lois, de textes sur les finances pour nous aider. C'était finalement participer à la construction de la loi qui est propre au roi et au Conseil du roi. Deuxième point, en 1761, j'en ai pas parlé non plus, mais il va rendre public les discussions entre la France et l'Angleterre sur les négociations, pour montrer que lui est de bonne volonté, mais que c'est Pitt qui ne veut pas justement avancer et accéder aux demandes particulières de la France. Et donc on dévoilait finalement pour la première fois le secret des négociations, dans un but de promotion. Mais ces 2 facteurs montraient finalement que progressivement l'édifice religieux, et Choiseul y a contribué comme d'autres, cet édifice sacré, cet édifice monarchique, finalement, commençait largement à se fissurer dans ces années 1760-1770. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette intervention très, très stimulante, j'ai trouvé, qui décrit un personnage finalement assez complexe, personnalité politique, sans doute contestée et contestable, et qui mérite, à mon avis, un débat. Je pense que vous aurez certainement des questions à poser ou des éclaircissements à apporter sur cette carrière un peu chaotique d'une personnalité qui avait peut-être un sens de l'État, mais aussi un sens aigu de ses intérêts personnels. Voilà. Je vous invite à poser des questions. Oui, madame. Vous avez parlé à un moment des dévots en disant qu'ils n'étaient pas aimés des dévots. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ces relations avec les autorités religieuses? Alors, Choiseul est un libertin au sens le plus strict. Il aime la chair, il aime les maîtresses, il a une femme qu'il aime beaucoup. Il dit qu'il a la chance que sa femme ne le fasse pas cocu, et donc il est le plus heureux des hommes. C'est quelqu'un, quand il arrive à Rome, qui est dès le départ mis, d'après ce qu'on a dit, sur la liste noire des jésuites. Donc à ne surtout pas fréquenter. Alors évidemment, certains jésuites viennent dans son hôtel, mais c'est quelqu'un qui a toujours été détaché vis-à-vis de la religion. D'accord ? C'est quelqu'un qui, évidemment, le dauphin le déteste, d'accord. Et en 1765, à la mort du dauphin, on va même jusqu'à accuser Choiseul d'avoir empoisonné le dauphin, pour vous dire. Après 1765, le clan des dévots est opposé à Choiseul pour même avant, pour une simple et bonne raison, c'est l'expulsion des jésuites. C'est-à-dire qu'on ne pardonne pas à Choiseul d'avoir laissé le Parlement étudier la constitution des jésuites pour finalement l'expulser. La question est un peu plus complexe que ça en réalité, puisque quand le père Lavalette fait faillite et que la maison de Marseille réclame, si vous voulez, un petit peu ses billes, il y a des décisions quand même qui sont assez étonnantes. Puisque, par exemple, il avait le choix de se faire juger devant le Grand Conseil, et il n'y aurait eu aucun problème. Il choisit le Parlement, qui est notoirement, je vais dire anti-jésuite, mais profondément gallican, et on sait très bien que ça pouvait mal se passer. À partir du moment où la constitution des jésuites, les constitutions sont étudiées, eh bien, Choiseul et le roi vont demander à l'ordre qu'est-ce qu'on doit faire. Et il suffisait de modifier un certain nombre de points pour éviter qu'il y ait ces problèmes-là. Et en fait, l'ordre répond, on laisse comme ça. Voilà, vous laissez cette situation-là. Alors, il ne faut pas penser qu'on a le méchant Choiseul ou les méchants parlementaires en France. On est dans un mouvement qui est européen aussi. Le Portugal, l'Espagne ensuite. On a un certain nombre de pays qui vont ont déjà mis les jésuites en dehors du territoire. Donc la question sur les jésuites, elle est plus complexe. On est aussi pendant la guerre de 7 ans et Choiseul est un pragmatique. D'accord ? C'est-à-dire qu'il préférera les édits-burceaux aux jésuites. Et à partir de ce moment-là, effectivement, après la mort du dauphin, on va avoir une alliance d'ailleurs improbable entre la du Barry, qui est la prostituée, la maîtresse en titre, mais qu'on traite de prostituée, et les dévots. Mais mieux vaut, on la considère un peu comme la nouvelle Esther, vaut mieux conserver la du Barry, et ce qu'on veut absolument, c'est évincer Choiseul. Donc voilà pour cette relation particulière, en sachant que Choiseul n'est pas pour autant athée ou n'est pas pour autant... Voilà. Mais il a une vision très pragmatique de la religion. Oui, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Écoutez, je tiens à vous féliciter, chers collègues, pour cette présentation. Merci. Je ne suis pas un spécialiste du XVIIIe siècle, mais j'ai l'impression que ça remet en place beaucoup de choses et ça remet en cause aussi beaucoup de vues reçues. Et je trouve que c'est très important. Je vais me plonger dans votre livre, je ne vous cache pas, très vite. Alors, je voudrais
faire une petite remarque au passage. Vous m'avez appris, entre autres choses, que le premier à diffuser, à publier une correspondance diplomatique a été Choiseul. Moi, je croyais que les premiers à l'avoir fait étaient les Britanniques, un peu plus tard, avec les Bew Books. C'est très important, hein, ça change un peu notre perception des choses. Ça a l'air technique, mais ça ne l'est pas. C'est que la publication des documents diplomatiques, très peu de temps, éventuellement même pendant une négociation, modifie complètement l'esprit général de la diplomatie européenne et internationale. On commence à entrer dans ce qui sera le 19e siècle. C'est tout à fait passionnant. Alors, j'ai eu 2 questions plus précises à vous poser. Je plaide l'ignorance, c'est une vraie question. A-t-il une base provinciale? Vous avez évoqué des éléments, mais est-ce qu'on peut éventuellement aller un peu au-delà? Et d'autre part, a-t-il, entre guillemets, à l'étranger, même si le mot à l'époque pas sans ce qu'il a pris maintenant, des appuis? Vous avez évoqué Vienne à un moment donné par son père, et qu'en est-il de Madrid? Et puisqu'il a toute une, je veux dire des relations personnelles, n'est-ce pas, pas simplement officielles. Et encore merci. D'autant que, pour revenir sur la correspondance diplomatique, elle est éditée en 2 langues. Vous avez le français et l'anglais, l'un à côté de l'autre, traduit. Donc on a absolument tout. Et dans l'organe le journal que justement Choiseul fait publier par Fréron, qui est aussi un anti-philosophe, hein, mais par Fréron. Donc la base provinciale. En réalité, ce que réussit à faire, il n'a pas de base provinciale, il n'a pas d'arrière, une base arrière, notamment autour d'Amboise, etc. Il a effectivement le château. La Pompadour avait aussi son château. Il est à Chanteloup, il fait rénover Chanteloup dans le luxe absolu. Ça devient sa base de repli pendant son exil, mais il n'a pas un soutien provincial. Ça n'existe pas. Par contre, ce qu'il a, c'est qu'il réussit à mettre en place un peu partout, dans les gouvernements, au sein des intendances, un certain nombre de personnes qui lui sont affidées et qui lui restent fidèles très longtemps. Ça, c'est important. Ce que je n'ai pas signalé non plus, c'est que ce qu'il faut voir avec Choiseul, c'est qu'il va moderniser considérablement les ministères, et c'est sous son ministériat que se développe un certain nombre de bureaux. Et développer un bureau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, on a des commis, simplement des commis. Il y a le secrétaire d'État et ses commis. À partir du moment où il commence à développer des bureaux, il va promouvoir un certain nombre de commis comme premiers commis, qui ne sont plus simplement des personnes qui vont écrire, qui deviennent des responsables politiques et qui peuvent être envoyés à gauche, à droite. Et ça, c'est particulièrement important sous Choiseul, parce que, et c'est ce qui va le perdre aussi, j'ai parlé de la ville, mais il y avait Favier l'année précédente, on a un certain nombre de personnes qui sont promues, qui vont lui être très fidèles, un certain nombre de personnes qui ne sont pas promues et qui seront utilisées par Maupoux et par d'Aiguillon. Donc on a une structuration, on a une modernisation de l'appareil d'État, et il va placer un certain nombre de personnes. Donc la base provinciale, il n'a pas. Les soutiens à l'étranger, il a. Il a des soutiens extrêmement puissants à Vienne, parce qu'il ne faut pas oublier que pour contrer la maîtresse en 1770, c'est lui qui va marier Louis XVI, le dauphin. Donc Marie-Antoinette lui est totalement redevable, et c'est elle qui pousse après 1770, et notamment après, surtout, alors en partie après 71, mais même après 74, à ce qu'ils reviennent au pouvoir. Et on a là des scènes de ménage entre Louis XVI et Marie-Antoinette, où en gros, c'est mais de quoi vous vous mêlez? Je suis le roi, retournez où vous voulez, alors pas vos fourneaux, mais retournez où vous voulez, mais occupez-vous un petit peu pas de politique. Et donc on a des scènes comme ça, et elle écrit à sa mère, j'ai essayé, Marie-Thérèse dit, mais il faut absolument que Choiseul revienne. Et on a des scènes comme ça, où véritablement, on a des scènes de ménage. Donc l'appui est puissant effectivement à Vienne, l'appui est puissant aussi en Espagne, non pas en passant par la monarchie, mais parce qu'il a mis en place localement un certain nombre d'envoyés commerciaux, soi-disant, qui sont là, qui sont auprès du roi pour voir un petit peu, notamment en 1770, si la situation est bonne. Pour voir si on ne raconte pas finalement un petit peu des histoires, savoir si la marine est prête. Choiseul sait très bien comment est la marine espagnole. Il a un certain nombre d'envoyés, et c'est ce qui va le perdre aussi. Parce que de la ville, quand il vient devant le conseil, il dit « mais allez voir un tel. » Choiseul leur écrit personnellement. Et ensuite, ils envoient des messages au roi. Ils ne passent pas forcément par l'ambassadeur. Et donc, alors,
c'est un petit peu le comble, hein, quand on sait que Louis XV a une diplomatie parallèle lui aussi, et que, notamment pour la Pologne et pour les affaires de l'Est, il ne dit rien à Choiseul, et que des gens comme Tercier, qui était commis aux affaires étrangères, eh bien, voit un petit peu dans les archives, voit un petit peu, discute avec le roi sans en parler à Choiseul. Hein. D'ailleurs, la mort de Tercier, chose intéressante, hein, quand Tercier meurt le lendemain matin, Choiseul arrive sur place très tôt le matin et il s'aperçoit que toutes les archives concernant l'Est sont parties. Et il dit à son premier commis, qui était aussi dans le secret du roi, « Tiens, je crois qu'on est passé avant nous ce matin ». Il commençait à se douter qu'effectivement le roi passait derrière lui dans cette diplomatie parallèle, la diplomatie du secret qui était réservée aux pays de l'Est. Mais voilà, il a un certain nombre de soutiens effectivement à Madrid, mais pas directement auprès du roi. Il a véritablement des envoyés qui sont présents partout et qui quadrillent en gros le terrain. Voilà. Oui, madame. Oui, excusez-moi, je me permets d'intervenir. Je suis Joël Beck, président de la Société d'histoire d'archéologie de la Lorraine. Donc, en parlant de province, naturellement, je vais vous parler de cette région, comme on disait avant pour la Lorraine, pour vous dire qu'il avait maintenu de grandes fidélités vis-à-vis de ce territoire. Et il n'a pas hésité à donner certaines places, même hors de son champ politique, notamment même religieux, à certaines alliances familiales. Je pense aux deux contrissons, de Brija. Et cette fidélité est allée jusqu'à mettre dans le lit du duc une de ses nièces. Et il fait refaire toutes les routes de Lorraine, en partie à ses propres frais. Effectivement. Et puis, il a beaucoup aidé Laborde pour faire quelques affaires en Lorraine. Ah oui, il reste aussi bailli d'Agneau au même moment. Donc, il a des fidélités, surtout les branches Choiseul et les grandes familles, les Craon, etc. Les Beauvau-Craon sont très importants là-bas. Et les solidarités familiales en Lorraine restent effectivement très, très importantes. Il y a des très beaux fonds, justement, dans les archives départementales qui parlent de ces questions-là, effectivement. Merci beaucoup. Oui, madame. Oui, je voulais justement vous poser la question sur l'importance, vous avez évoqué l'importance de la naissance de Choiseul à Nancy, donc vous venez d'y répondre partiellement, mais si vous voulez bien y revenir un petit peu. Et aussi, par hasard, point d'interrogation, je suis passée aujourd'hui rue de Choiseul et passage Choiseul. Pourquoi ces passages-là sont-ils nommés ainsi ? Donc la première question sur Nancy. Alors Nancy, c'est un peu finalement, on va dire, c'est un peu pas secondaire, mais ça va rapidement être Lunéville. C'est-à-dire que la famille Choiseul a une implantation très importante en Lorraine. Elle est proche des ducs de Lorraine. Et le père joue un rôle essentiel. Ils sont place des Carrières à Nancy. C'est là que toutes les grandes familles sont. Il naît là-bas dans la demeure familiale. Et on va rester. Il reste un temps à Nancy très court. Rapidement ensuite, ça va être sur Lunéville. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un choix à faire au départ. Le choix, c'est la France ou l'Autriche. Et pour ce qui est de Choiseul, le choix est immédiatement fait par Fleury, qui a demandé à son père que Choiseul serve la France. Son frère, pendant un temps, va servir l'Autriche. Il va être au service de l'Autriche. Donc on a quand même une situation pendant la guerre de succession d'Autriche qui est un peu paradoxale. Le père est le conseiller officieux de l'empereur, en étant à Paris, en jouant aux cartes avec Fleury. Choiseul sert la France et son frère est dans l'armée ennemie. Donc on a quand même une situation qui est un peu particulière. Le passage Choiseul et la rue Choiseul, c'est très simple, hein, c'est parce que le quartier a été loti par le duc de Choiseul. C'est-à-dire qu'on a des opérations, mais quand je dis des opérations, c'est qu'il faut imaginer la rue de Richelieu et plus loin comme un immense cloaque, c'est-à-dire un égout à ciel ouvert qui va être rebouché, drainé par Laborde. C'est lui qui finance tout ça. Et Choiseul va finalement réussir à emprunter dans ces années 1780 en vendant l'hôtel de la rue de Choiseul, en le faisant démonter. Il va être logé finalement chez Laborde, un peu plus haut. C'est le théâtre des Italiens, c'est Choiseul qui le construit pour justement avoir un lieu. Et il va lotir toute la rue avec des hôtels particuliers.
Chose très importante, Choiseul, dans son testament, on n'a pas l'habitude de ça dans les testaments d'Ancien Régime, les testaments d'Ancien Régime ne prévoient que les dispositions testamentaires, à qui on va faire un certain nombre de legs, etc. Choiseul, lui, il dit, voilà, j'ai fait l'état de ma fortune. L'état de ma fortune, c'est tant. Les géomètres ont estimé à plus de 11 millions, enfin à plus de 13 millions, ma fortune avec tous les logements particuliers, 49 hôtels particuliers que j'ai fait lotir dans la rue. Mes dettes sont de 11 millions, dont 4 millions qui m'ont été prêtés par Louis XVI. Je vous ai dit tout à l'heure que Louis XVI ne supportait pas Choiseul. Drôle d'exilé quand même, drôle de personnage, ce Choiseul qui se voit prêter 4 millions de livres justement par le roi. Alors, pourquoi? Encore une fois, grâce à la Borge, je ne rentre pas dans le détail, mais le duc de Penthièvre qui possède la principauté de Dombes va la revendre au roi, va racheter en même temps les possessions de la Borde à la Ferté-Vidame. Donc on est là dans un jeu par bande qui fait qu'au final, le roi finit par prêter 4 millions à Choiseul, mais il n'avait certainement pas envie de prêter ces 4 millions à Choiseul. Comme par hasard, la Ferté-Vidame, c'est 4 millions, la principauté de Dombes, c'est 4 millions aussi. Donc on a là un jeu, comme on trouve souvent, un jeu d'écriture qui font que finalement, c'est le roi qui va être le créancier de Choiseul. Et à la mort de Choiseul, on va vendre à la pièce ces hôtels particuliers pour financer les dettes de Choiseul. Il me semble avoir vu une autre main quelque part par là. Oui, oui, madame. Ah, la réponse a déjà été donnée. Très bien. Oui, il existe un lieu dit sur la rive nord du lac Léman qui s'appelle Port-Choiseul, près de la ville de Versoix, qui a été un projet de Choiseul et aussi un de ses échecs, en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez donner quelques précisions sur ce projet ? Alors le projet, il est lié finalement au contre-feu qui est fait par Choiseul au moment de l'acquisition de la Corse, où il faut faire croire aux Anglais qu'on veut intervenir directement dans les affaires suisses on est en pleine ébullition à Genève avec un certain nombre de problèmes politiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, les natifs, etc. Et en réalité, Choiseul veut occuper un petit peu les Anglais en faisant croire qu'on va faire le blocus de Genève, on va créer un nouveau port, voilà. Et le but, c'est d'occuper les Anglais sur cette affaire-là, en faisant croire qu'on va intervenir, et en sous-main, s'occuper de la Corse. Et donc, Port-Versoix, Port-Choiseul, c'est un projet de Choiseul qui avait été fait pour contrer justement Genève. Faux projet ou projet utopique, soutenu en partie aussi par Voltaire, au moment où il n'avait pas encore trahi Choiseul, puisqu'il va rapidement le trahir pour Maupoux. Et on voit midi à sa porte. Et l'intérêt de Voltaire, c'était de continuer à avoir des privilèges pour ses commerces. Et donc, à partir du moment où Choiseul n'est plus au pouvoir, on va se tourner vers Maupoux. Et donc, effectivement, ce projet de Versoix, c'est pour contrer. C'est la volonté de contrer le commerce de Genève. Voilà. Oui, monsieur. En tant que ministre visionnaire de l'extérieur, comment il voyait la colonie américaine qui était un peu déjà en ébullition, autant avec la naissance d'une bourgeoisie sur place que l'équivalent des philosophes des Lumières en France qui se tenait là-bas avec Franklin. Et est-ce que, parce qu'il était marié à la fille d'Antoine Crozat, qui était le premier gouverneur de la Grande-Louisiane, a-t-il tenté de comploter pour récupérer aux Espagnols Alors, Choiseul voit. Alors, l'intérêt de Choiseul, c'est l'équilibre en fait des puissances et l'équilibre international. Donc, Choiseul se dit. On a perdu le Canada, on a conservé les îles, on a l'Inde, on a encore Gorée, etc. Ce qu'il faut, c'est un équilibre. On va récupérer la Corse pour empêcher les Anglais, les colonies américaines, mais c'est fantastique. C'est fantastique parce que ça occupe les Anglais et ça nous évite d'intervenir là-bas. Et le projet de la Guyane, c'était de contrer finalement ce qui se passait au nord pour avoir finalement une colonie de peuplement très libre à l'époque. Je vous rappelle qu'on fait venir des protestants.
Donc on est déjà dans la tolérance. Et encore une fois, c'est le grand pragmatisme de Choiseul. C'est dire ces questions de religion, bon, c'est important pour le Royaume de France, mais on s'en fiche un petit peu là-bas. On va faire une colonie libre de peuplement, vient qui veut, et on essaiera de développer. Alors ça n'a pas marché, mais l'idée de Choiseul, c'est vraiment une question d'équilibre. Et d'après son neveu, ce qui le hantait aussi, c'était l'Égypte. Il aurait souhaité alors, le côté visionnaire, le côté Napoléon, le côté... C'était l'Égypte. Pourquoi ? Parce que justement, à partir du moment où on fait de la Méditerranée notre Mare Nostrum, l'endroit où on peut continuer à se développer pour avoir un équilibre, puisqu'on n'est plus véritablement non plus aux Indes, c'est cet espace. C'est la porte de l'Afrique. D'accord ? Donc, il y avait ce projet qui n'a jamais véritablement réussi. Choiseul n'a pas réussi à le mettre en place. Mais les colonies américaines, ça l'intéresse parce qu'il se dit que justement, ça permet de contrer. Et il voit bien que les problèmes que ça pose. Dès le départ, il a cette phrase, il dit à Louis XV que l'Angleterre finira par s'effondrer parce que justement les colonies américaines auront leur indépendance et contreront la puissance américaine. Et là, c'est notre force. Donc ça, c'est la première chose. Concernant la Louisiane a appartenu à Crozat, qu'il a laissé au Royaume de France. Il y a juste un problème avec la Louisiane. C'est que dans la guerre de 7 ans, à partir du moment où on fait le pacte de famille, où on engage la responsabilité et en gros la solidarité, on promet plus ou moins au roi d'Espagne des compensations. Et alors, ça a été toujours le malheur de Choiseul, c'est que les ennemis ont jamais été ses alliés ont jamais été à la hauteur de ses ambitions. Et l'Espagne va le perdre en 1770 et en 1761 à partir du moment où on a le pacte de famille, et surtout à partir du moment où Pitt n'est plus là. L'Angleterre commence à chanceler et à négocier, et on va avoir le roi d'Espagne qui lui se dit c'est le moment de faire la guerre et on va perdre à Cuba, on va perdre un certain nombre de territoires, et pour compenser finalement, pour que le roi d'Espagne accepte la décision de transiger, de négocier, on va lui offrir la Louisiane. Donc la Louisiane, finalement, elle est perdue en 1763 dans un traité entre la France, l'Espagne et l'Angleterre. On va laisser la Louisiane à l'Espagne. Donc c'est plus un projet, c'est plus véritablement un projet, et c'est pas ce qui fait rêver. Alors ça fait plus rêver depuis les années 20 avec l'AS, mais c'est pas un projet qui fait véritablement rêver. Ce qui le fait rêver, c'est l'Orient. Merci. Oui, monsieur. Vous avez évoqué le rattachement de la Corse sous le ministère Choiseul. Je voulais savoir quel a été son rôle exact et son action dans le processus de rattachement de cette île à la France, notamment les relations avec les Génois qui étaient la puissance occupante. Alors là, je vais me faire des ennemis parce que la question corse, elle est justement un peu plus complexe que ça. Et c'est pas un rattachement. Enfin, Choiseul, j'ai envie de dire, n'a pas rattaché la Corse. C'est beaucoup plus subtil que ça parce qu'en réalité, Choiseul, à partir du moment où les Génois ont des difficultés avec les Corses, Choiseul dit mais on va vous aider, pas de souci, on va vous prêter une armée. On débarque, on sécurise un certain nombre de points, notamment les ports et les villes, et ensuite on présente la facture aux Génois en leur disant maintenant vous passez à la caisse. Soit vous passez à la caisse, soit pendant un certain temps, on vous laisse le temps pour payer, mais en attendant, on récupère en gros la souveraineté sur la Corse, qui n'est pas encore un territoire inclus dans le domaine royal, qui deviendra 15 ou 20 ans plus tard. Et on dit, voilà, si vous n'avez pas payé au bout de 20-30 ans, eh bien, on récupérera définitivement la Corse. Et donc, c'est comme ça, c'est la parade, finalement. C'est que les Anglais n'interviennent pas parce qu'on n'a pas récupéré définitivement la Corse. On a effectivement pris la souveraineté qu'avaient les Génois. Alors, on ne va jamais, pendant un temps, Choiseul a très bien compris, on sécurise les ports, c'est tout. Le but, ce n'est pas d'aller conquérir, d'aller chercher Paoli dans le maquis ou je ne sais pas où, loin de là. Au contraire, on sait très bien, les Anglais vont essayer de pousser pour remettre Paoli sur l'île, mais on a sécurisé les principaux points d'entrée. Et Choiseul, là, a réussi à la jouer assez fine, puisque cette question-là n'est pas réglée avant les années 1778-1780. Donc il faut attendre ce moment-là pour qu'officiellement la Corse entre dans le giron français, mais on n'a pas eu un rattachement direct et définitif de la Corse, et c'était bien joué de la part de Choiseul parce qu'il craignait justement la réaction anglaise. Voilà. Merci beaucoup. Si je comprends bien, c'est grâce à Choiseul que nous avons eu Napoléon, en quelque sorte.
Ou du moins, on peut dire qu'on pourra dire plus tard que Napoléon a poursuivi les visions de Choiseul, mais qui n'étaient pas achevées. Très bien. D'autres questions encore? Une dernière. Oui, Franck. Une question sur la postérité de Choiseul. Dans la conclusion de votre livre, vous écrivez que, je crois, Lavis n'aimait pas Choiseul parce qu'il était lorrain. Est-ce que vous pouvez éclaircir ce point? Alors là, on est dans un contexte bien précis des années 1700. Alors, c'était pareil avec Michelet. Hein. Michelet et Lavis avaient globalement le même avis. Puisqu'il était lorrain, forcément, c'était soi-disant, plus ou moins un traître, ou du moins n'était pas français. Et la position justement de Choiseul, qui était entre deux, l'entre-deux de Choiseul, fait que finalement, est-ce que Choiseul était véritablement français? Donc ça renvoie à l'histoire, à cette histoire du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe, où finalement cette perte de l'Alsace-Lorraine a créé un certain nombre d'amertumes. Et parmi ces amertumes, on a justement ce Lorrain qui est là, qui n'a jamais vraiment été au départ français. L'était-il? Finalement, c'est ce que dit un peu Lavis. Hein. L'était-il français? Et donc, on a cette critique ou cette aversion finalement de Lavis assez étonnante, hein, puisqu'il était plutôt consensuel justement dans cette histoire de France où si on voulait récupérer l'Alsace-Lorraine, on a ici le tombeau ou le berceau plutôt, hein, pas le tombeau mais plutôt le berceau des Choiseul, et c'est pas l'idée qu'il en a. Voilà. C'est assez étonnant de voir les choix d'historiens comme ça. C'est un peu comme Michelet qui expliquait hein, que Choiseul était clairement un traître. Hein. Donc parce qu'on avait perdu un certain nombre de territoires. Donc on a comme ça, au fil du temps, c'est l'intérêt de travailler sur ces personnages. C'est qu'on renouvelle aussi l'historiographie. Et j'espère que peut-être dans 40 ou 50 ans, on dira qu'on aura la même question en disant « mais David Feutry avait dit ceci sur Choiseul ». Ah bah oui, il racontait n'importe quoi. Donc j'espère, avec les archives qu'on pourra ouvrir, et on verra, j'espère que dans 50 ans, on aura une vision totalement différente de Choiseul. Mais là est finalement aussi l'avancée de l'histoire et des archives. Merci beaucoup. Donc, on vous donne... Merci beaucoup. Le livre de M. Feutry est à votre disposition, là au fond de la salle. Avant de nous séparer, je voudrais vous donner très rapidement le programme des prochaines conférences. La prochaine conférence qui est assez riche. La prochaine conférence a lieu donc le 29 octobre. Monsieur Denis Monnière, qui est un professeur à l'Université de Montréal, présentera un ouvrage d'un certain Théodore Mollien, qui était un explorateur qui a exploré non seulement l'Afrique, mais également l'Amérique du Nord et qui a bien vu, je dirais, tous les enjeux qui se présentaient pour la France dans cette région. Le 28 novembre, nous organisons un colloque auquel vous êtes tous invités sur l'implosion des empires, avec comme illustration l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman et l'Union soviétique, et comment cette implosion affecte encore la vie internationale aujourd'hui, comme on peut le voir, je dirais, quotidiennement en Ukraine, en Israël, en Palestine et dans d'autres endroits du monde, de la région. Dernier point, il y a une dernière conférence le 10 décembre de Guillaume Frantois et Sylvie Leclerc sur la paix des dames, 1529, faire la paix à la Renaissance. Voilà, c'est un programme très riche. Avant de nous séparer, je vous suggère de regarder les documents que nous avons remis au directeur des archives et qui sont à la disposition pour y jeter un coup d'œil, ne pas toucher, et qui sont à ma droite. Voilà, merci encore et à une prochaine conférence. À bientôt.